Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e opus de Service Gagnant, l'émission qui favorise les échanges. Comme chaque fois, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Alors à ma droite, Samuel de Flandre, secrétaire général de l'AFT. Bonjour Samuel. Bonjour Patrick. À vos côtés, Maxime Awot, entraîneur AFT. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors on va commencer cette émission avec Samuel de Flandre, secrétaire général, je l'ai dit, de l'AFT. Et on va faire le bilan 2023 et les perspectives 2024. Vous le savez, on a le droit de souhaiter les bons vœux jusqu'au 31 janvier. Il n'est pas trop tard puisque nous sommes le 20 janvier. Alors Samuel, une année 2023 exceptionnelle, même un peu folle pour l'AFT. Oui, ça a été une année 2023 bien mouvementée et un peu folle, comme vous le dites Patrick. Tout d'abord, on a commencé en première partie d'année par accueillir un magnifique nouvel événement, une belle compétition, le BW Open, qui a vu le sacre de David donc en janvier 2023. On a aussi eu la chance d'accueillir en notre sein plusieurs nouveaux collaborateurs qui nous ont permis de développer différentes choses. Et puis enfin, on a été à l'étranger, on a été loin puisque nous sommes allés en Corée avec les garçons et nous sommes allés au Canada avec les filles. Puis on a eu tous les événements traditionnels dont on parlera peut-être. Et puis alors en troisième partie d'année, beaucoup de nouveautés avec l'AFT Cup et d'autres choses dont on parlera peut-être. Donc une année vraiment bien mouvementée. Alors on va peut-être parler d'abord de la Coupe Davis de la BJK. Vous avez parlé des deux déplacements qui malheureusement n'ont pas été extraordinaires au niveau sportif. Mais on a eu deux rencontres en interne sur le sol national avec deux victoires. Vous pouvez peut-être dire un mot, c'est pas si évident d'organiser deux événements aussi importants, c'est le niveau mondial sur le sol belge en quelques semaines. Oui, c'est pas évident à organiser comme vous l'avez dit, pour diverses raisons. D'abord parce que les exigences de l'ITF sont assez élevées, et donc on doit se mettre en route avec un cahier des charges qui est assez précis et assez lourd, ce qui entraîne aussi des frais et une anticipation financière obligatoire pour pouvoir assumer une telle organisation. C'est aussi un problème parce qu'on n'a pas toujours les salles à disposition. On ne sait que très tard si on organise chez nous ou pas les rencontres. Et donc oui, c'est un vrai challenge de pouvoir organiser ces rencontres. Alors c'est à la fois positif parce que ça permet de voir les joueurs et les joueuses belges sur le sol national. Ce n'est pas tous les jours, puisque vous avez parlé du BW Open, mais il n'y a pas énormément de tournois en Belgique. Mais ça aussi, évidemment, vous venez d'en parler, des implications financières. Et c'est pour ça qu'on espère évidemment que l'équipe de Coupe Davis et l'équipe de BJK parviendront à gagner leur match de qualifiers pour justement rejoindre encore le niveau mondial à un niveau plus élevé. Oui, en effet, financièrement, c'est vraiment l'impact des résultats est vraiment très important pour la fédération belge et donc automatiquement pour chaque ligue. Et donc, bien sûr, on est très content sportivement lorsque les résultats suivent, mais on l'est aussi financièrement. Donc, oui, ça a un gros impact. On est obligé d'anticiper la situation. Oui. On va reparler de la Coupe Davis un peu plus tard, puisque d'ici une quinzaine de jours, il y aura le match important Croatie-Belgique. Alors, vous avez parlé aussi des événements récurrents. On ne va pas évidemment faire tout le détail. En fin d'année, il y a eu cette AFT Cup qui avait eu une première édition l'année d'avant. Incroyable rencontre avec tous les jeunes. On en reparlera avec Maxime Awot tout à l'heure. C'est extraordinaire, avec cerise sur le gâteau, un accord et la présence de Kid Noise, un DJ reconnu internationalement. Vous pouvez nous rappeler un peu l'objectif, la philosophie de cet accord avec Kid Noise ? Oui, bien sûr. Donc, nous cherchions depuis un petit temps une manière de faire percoler vers les jeunes toutes les valeurs de notre sport et de pouvoir leur permettre de s'identifier à une star ou à un personnage ou à un animal parfois qui retransmet toutes ces valeurs-là. Et après réflexion et après plusieurs contacts avec Kid Noise, on a décidé de nouer le partenariat. Pourquoi ? Parce que Kid Noise est un DJ reconnu mondialement, belge, et qui en même temps est fort sensible justement au partage des valeurs et aux rêves qu'il faut que les enfants continuent à suivre. Alors on voit des images de l'AFT Cup. Maxime, quelques mots, parce que je sais que vous êtes très attaché, vous êtes au centre de Mons. C'est incroyable l'ambiance de cette AFT Cup. Je rappelle que c'est un genre de Coupe Davis qui réunit, qui met en confrontation amicale les 4 régions de l'AFT. Vous avez été surpris, tant l'année dernière que cette année-ci, par l'ambiance et l'enthousiasme des enfants et des parents ? Oui, et dès le début, au fait,
Tous les enfants étaient demandeurs, en ont parlé aux entraînements, que ce soit dans les clubs avec les entraîneurs, que ce soit les capitaines, les vice-capitaines. Tout le monde a vraiment mordu à cette organisation-là. Et dès le lendemain de la première organisation, on nous parlait déjà de la deuxième. Donc voilà, c'était très encourageant et sportivement super intéressant pour tous les entraîneurs. Et on va parler avec vous tout à l'heure des enfants de 12 ans et moins. Oui. Et on sait que certains qui ont participé à la première édition râlaient, hein, je peux utiliser ce mot-là, parce qu'ils allaient devenir trop vieux pour participer à la deuxième. C'est un signe incroyable de l'enthousiasme qui était le leur. Incroyable, et ils voulaient même en organiser une autre. Pour les plus âgés. C'est pas possible de faire ça pour chaque année d'âge, après 12 ans jusqu'à 17-18 ans. Donc voilà, ils comprennent qu'ils doivent passer à autre chose, mais en tout cas, ils sont venus nous remercier et vraiment nous dire que c'était un événement sensationnel pour eux. Alors Samuel, on va revenir encore quelques mots sur Kid Noise, qu'on verra d'ailleurs au BO Open, puisque le Kids Day le mercredi sera animé par Kid Noise le mercredi après-midi de la semaine prochaine. Ce n'est pas un one-shot, hein, c'est vraiment une stratégie à long terme. Oui, c'est vraiment une stratégie à long terme. Ni lui ni nous ne voulions d'ailleurs faire un one-shot et c'est justement pour ça qu'on a loué cette collaboration-là qui va percoler pendant toute l'année et les années suivantes avec toute une trame et tout un principe de partage de valeurs, un principe de partage justement de développement de ses rêves dans le cadre de la compétition et le partage aussi de la mise en parallèle de la vie de tous les jours avec la vie sur le terrain et le monde sportif. Donc vraiment un beau programme en perspective. Oui, qui correspond bien à la responsabilité sociétale que l'AFT poursuit depuis plusieurs années. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Oui, dans notre plan stratégique 2022-2028, c'est un des piliers vraiment, c'est le développement de notre responsabilité sociétale. La fédération veut utiliser ses moyens, ses outils pour faire du bien autour d'elle et donc le programme SCORE, qui est notre programme de responsabilité sociétale, a été mis en place et en effet cette collaboration avec Kid Noise s'inscrit parfaitement dans ce programme. Oui, alors évidemment, quand vous parlez de SCORE, ce qui est sans doute un peu moins connu par le grand public, ça veut dire que c'est le tennis solidaire, c'est essayer d'expliquer aux enfants et aux adolescents que la pratique du sport, ce n'est pas uniquement pour devenir un champion, c'est aussi pour apprendre à vivre d'une manière saine et solidaire. Oui, c'est ça. SCORE, au fait, c'est l'acronyme de 5 noms, hein, social, comportement, ouverture, respect et environnement. Et donc, à travers ces 5 noms et donc ces 5 piliers, on mène des actions qui sont en phase avec justement ces piliers-là. Nous avons maintenant un référent éthique, Karim Pont, qui travaille énormément sur ce volet-là. Nous avons un programme de tennis solidaire de récupération de balles. On veut aller vers aussi les personnes et les jeunes qui n'ont peut-être pas l'occasion non seulement de s'essayer, mais aussi de prendre des cours et de jouer au tennis. Et donc, c'est vraiment un vaste programme qui nous tient particulièrement à cœur. Maxime, c'est important. Le tennis, évidemment, on a envie de gagner des matchs de tennis, mais quand vous êtes avec vos enfants, enfin vos enfants, les enfants que vous entraînez de 12 ans et moins, vous parlez aussi de cette solidarité, que le tennis, ce n'est pas uniquement gagner un match de tennis. Oui, évidemment, c'est les valeurs que la fédération, que l'AFT veut mettre en place, et donc c'est de notre ressort d'en parler par des simples choses comme le fait de ramasser les balles, de ne pas les envoyer n'importe où, le fait de prendre soin du matériel qui est mis à notre disposition, oui. Alors Samuel, on est dans une émission de tennis, mais l'AFT gère le tennis et aussi le paddle. Un mot sur l'évolution du paddle, c'est un sport qui est incroyablement populaire. Comment ça se passe, le paddle en AFT ? Oui, ça se passe très très bien. Nous avons une évolution maintenant de pratiquement à... je ne vais pas dire à 3 chiffres, mais en tous les cas très très importante de l'ensemble des secteurs qui touchent cette discipline, que ce soit au niveau du nombre d'affiliés, du nombre de clubs, de participation aux compétitions. Donc c'est vraiment un développement très très important en AFT, sous la marque AFT Paddle d'ailleurs, puisque notre volonté c'est de mutualiser un maximum de choses, dont les ressources humaines, mais aussi de bien distinguer les deux disciplines au sein même de la coupole AFT. Alors on ne va pas se mentir, certains disent que le paddle fait de l'ombre au tennis. C'est vrai, c'est pas vrai ? Alors, en toute objectivité, non, puisque maintenant, depuis 4 ans, on continue à évoluer en nombre d'affiliations tennis. Donc, ça ne fait pas du tout de l'ombre de manière générale. On remarque d'ailleurs que dans les clubs, il y a des joueurs qui ne venaient plus au club, qui ne jouaient plus au tennis et qui, grâce au paddle, notamment, reviennent dans le club pour jouer au paddle, pour découvrir cette belle discipline. Et donc, c'est vraiment une mutualisation des deux disciplines qui fait du bien aux joueurs et au club. Alors justement, je sais que vous êtes très sensible au bénévolat.
qu'on soit responsable d'un club de tennis ou d'un club de paddle ou d'un club mixte tennis-paddle, sans les bénévoles, on peut dire que la vie des clubs, c'est impossible. Oui, que ce soit dans le monde associatif en général et associatif sportif en particulier, il est clair que sans bénévoles, tout ce dont nous parlons aujourd'hui n'existerait pas. Et je leur tire vraiment un grand coup de chapeau, je les félicite, que ce soit des bénévoles au sein de leur club, au sein d'un comité ou d'un département dans une région ou à l'AFT, les membres du conseil d'administration, toutes ces personnes sont bénévoles et s'investissent à la hauteur de ce qu'ils peuvent pour le bien de leur sport, pour le bien de leur club. Et donc évidemment, c'est très, très, très important de pouvoir compter sur eux. Alors, un mot pour 2024. Quels sont vos objectifs au niveau de l'AFT, que ce soit en tennis ou en paddle? Comment est-ce qu'on peut voir la 2024, qui est une année aussi olympique? Oui, c'est une année olympique, donc ça va être une année où le focus sur le sport va être très important, d'autant plus que les Jeux se jouent à notre porte, hein. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire, à quelques centaines de kilomètres d'ici. Les Jeux olympiques auront lieu, donc on va parler beaucoup de sport. Au niveau de l'AFT, on va aussi mettre l'accent sur certaines choses en particulier et on va continuer à développer nos deux disciplines dans l'intérêt général des clubs et des affiliés. Alors, un mot, on parle des Jeux Olympiques, mais il y a aussi les Paralympiques qui auront lieu en septembre à Paris, avec Joachim Gérard qui a déjà fait des exploits aux Jeux Olympiques. C'est aussi le tennis en chaise, est un volet terriblement important pour l'AFT. Oui, bien sûr, et on parlait du programme SCORE tout à l'heure, des piliers aussi liés justement au soutien aux moins valides. Et je suis très content, je me félicite aussi de l'excellente collaboration avec la Ligue handisport francophone, avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration pour favoriser l'inclusion, c'est-à-dire qu'une personne moins valide n'est pas différente d'une personne valide. Et au bout du compte, les compétitions sont destinées à être aussi jouées en même temps, pas spécialement dans les mêmes catégories, mais en tous les cas, il n'y a pas de raison de dissocier les deux et de plus en plus on intègre dans toutes les activités pour valides une activité pour moins valides et de plus en plus de clubs jouent le jeu. Vous parlez de Joachim, c'est évidemment une vitrine extraordinaire qui a eu des résultats et qui a encore maintenant des résultats hors du commun. Il est encore sixième joueur mondial et certainement une bonne chance de médaille sans vouloir lui mettre la pression aux Jeux paralympiques de Paris. Joachim Gérard qui va d'ailleurs participer à l'Australian Open, pas plus tard que la semaine prochaine, puisqu'on sait bien que les joueurs en chaise jouent la deuxième semaine des tournois du Grand Chelem. Un mot, encore, vous en avez déjà parlé, du BE Open qui va commencer lundi exactement. Le tirage au sort aura lieu dimanche. Je vous invite à aller sur le Facebook de l'AFT pour connaître le tirage. Samuel, vous l'avez dit, c'est hyper important ce tournoi Challenger. Oui, c'est vraiment un tournoi très très important pour le tennis belge, francophone en particulier, mais belge de manière générale, pour plein de raisons. Une des raisons, c'est évidemment un coup de vitrine extraordinaire sur notre sport, grâce aux deux initiateurs et aux deux fondateurs, je vais dire, de ce BW Open. C'est aussi très important pour nos joueurs qui, dans certains cas, bénéficient d'une opportunité de pouvoir jouer un tournoi de cette ampleur-là, alors que peut-être dans d'autres pays, pour d'autres tournois, ils n'auraient pas l'occasion de le faire. Donc c'est vraiment très très important. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous n'avons pas souvent l'occasion de voir nos champions à l'œuvre en Belgique. Et donc ça, c'est vraiment une magnifique occasion de le faire. Eh bien, Samuel Defland, vous venez de parler du BE Open. Je vous propose de continuer avec ce tournoi qui commence, donc je le répète, lundi. Et je vous propose de regarder cette séquence réalisée par TVcom, consacrée au plateau exceptionnel de cette deuxième édition du Challenger de Louvain-la-Neuve. Moins de 2 semaines, c'est le temps qu'il reste avant le coup d'envoi de la deuxième édition du BW Open de tennis. Un tournoi Challenger 125 qui s'installe dans le circuit. Le public aussi répond présent. En matière de ticketing, on est largement au-dessus de l'année passée au même moment. Et donc c'est très positif, très encourageant. Et donc ça veut dire que les gens qui sont venus l'année passée étaient contents et ont envie de revenir au BW Open. On est déjà deux co-directeurs comblés par la qualité sportive dont on vient de parler, la liste des joueurs qui est quand même très très attractive. Les joueurs, parlons-en, on a déjà pas mal de Belges annoncés. On aura le demi-finaliste de l'année dernière, Gauthier Onclin, qui a reçu une wildcard grâce à notre partenariat avec l'Association francophone de tennis. Il y aura bien évidemment David Goffin, Zizou Berg, Joris Delors et le grand espoir belge qu'on annonce comme le grand successeur de David, c'est Alexander Blocks, qui était encore numéro 1 mondial junior l'année dernière. Donc
je pense qu'on peut aussi annoncer Benoît Paire, parce que là, depuis quelques heures, sur nos réseaux sociaux, c'est la Pairmania et beaucoup de gens veulent venir le voir jouer. Et d'autres noms devraient suivre en fonction des résultats en deuxième semaine de l'Australian Open. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il nous reste 2 invitations qu'on va pouvoir donner en toute dernière minute, puisqu'on va les garder jusqu'au jour où on a le tirage du tableau, c'est-à-dire le dimanche 21 janvier, et on espère effectivement attirer 2 grands noms au BOE Open. Est-ce qu'on peut déjà citer quelques noms possibles ? En quelques noms possibles, on sait la relation très privilégiée que j'ai avec Marin Cilic, puisqu'on a travaillé 5 ans ensemble, et que Marin revient de blessure d'1 an. Et qu'il a besoin de matchs et que ça va dépendre forcément de son résultat à l'Open d'Australie. Mais Marin, c'est une vraie option pour le BOE Open, ce qui serait absolument dingue puisque c'est quand même un vainqueur de Grand Chelem. Le BOE Open peut accueillir jusqu'à 15 000 visiteurs sur l'ensemble du tournoi. Les places partent vite pour la finale par exemple. Il n'en reste que 130, mais des belles affiches auront lieu aussi en journée. Oui, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas trop spéculer que tous les beaux matchs auront lieu le soir, pour la bonne et simple raison que si effectivement on a 2 grands invités plus les joueurs dont je viens vous parler, forcément il y en a qui vont se retrouver en session du jour. Par exemple, le lundi, avec la réduction que nous faisons, vous pouvez venir voir toute la journée des matchs pour 7 €. Et donc là, vous aurez déjà des matchs de très très haut niveau. Des prix plus qu'accessibles par rapport à l'année dernière. Toutes les places seront numérotées, ce qui améliorera l'accueil du public. Événement aussi pour cette deuxième édition, la présence du DJ Kid Noise. Dans la foulée du partenariat que Kid Noise a noué avec la Fédération francophone de tennis, on a également un partenariat. Et donc Kid Noise viendra le mercredi après-midi pour animer le Kids Day. Et puis viendra également le jeudi soir pour ce qui constituera la seule after que nous ferons pendant la durée du BOE Open, le jeudi soir à partir de 23h30. Et donc Kid Noise sera aux platines. À noter que c'est l'association Bâtisseurs d'étoiles qui vient en aide aux enfants souffrant de maladies orphelines qui sera soutenue pour cette deuxième édition. Un BOE Open de tennis sur les rails. Notez bien la date du 22 au 28 janvier. Et je peux vous l'annoncer, la première des wildcards a été octroyée à Borna Koric, 40e joueur mondial, qui a été 12e. Alors si vous voulez des places, dépêchez-vous. Il en reste quelques-unes pour la finale, mais aussi pour les autres jours. Vous pouvez aller sur Ticketmasters. Et je rappelle aussi que la RTBF et beIN diffuseront les demi-finales et la finale en direct. Allez, on passe aux news, notre chronique news, et on va commencer évidemment par l'Australian Open qui a lieu pour le moment à Melbourne. Un Australian Open, on ne va pas se mentir, qui n'est pas extraordinaire au niveau des Belges, en tout cas au niveau des simples. C'est Elise Mertens, une fois encore, qui a réussi la meilleure prestation. Tout est relatif, évidemment, puisqu'elle a été battue au deuxième tour. Janina Wickmayer et Grit Minen, entrées directement dans le tableau final, se sont inclinées d'entrée face à des adversaires qui étaient plus ou moins à leur portée, mais donc ce ne sont pas les grosses désillusions. Repêché comme lucky loser, Zizou Bergs a livré un excellent premier set face au 7e joueur mondial Stefanos Tsitsipas. Il a d'ailleurs remporté la première manche par 7-5, mais malheureusement après, il a été dominé par le joueur grec, principalement parce que le joueur grec est vraiment très fort, mais aussi parce que Zizou a eu, comme en qualif, un coup de chaleur. David Goffin, lui, était sorti des qualifs en gagnant 3 matchs. C'est déjà pas mal du tout. Il a livré une assez bonne prestation au premier tour du tableau final, mais il s'est incliné en 4-7 face au Français Hugo Humbert, 21e mondial. David Goffin qui va évidemment... il y a toujours une bonne nouvelle dans les mauvaises, c'est que David Goffin, on est sûr qu'il sera à Louvain-la-Neuve, et donc il va évidemment défendre son titre à Louvain-la-Neuve. Notre meilleure équipe de double qui sera en Coupe Davis en Croatie, l'équipe composée de Sander Gilles et de Joran Vliegen ont elle aussi été battues au premier tour. Je vous l'ai dit, ce n'est pas le meilleur Australian Open de l'histoire du tennis belge, mais bon, c'est comme ça. En tennis, on a le droit de gagner, on a aussi le droit de perdre. On quitte l'Australian Open pour parler un peu de Raphaël Collignon. Raphaël Collignon qui a été blessé, qui a été absent assez longtemps du circuit, est revenu aux 25 000 de Esch-sur-Alzette. Il a été en quart de finale en gagnant contre un joueur
joueur qu'on connaît bien, puisqu'il a battu Kyle Edmund, ancien top 20, Raphaël, qui sera lui en qualif au BWA Open. Gauthier Auclin, on l'a entendu Vincent Stavo le dire, sera dans le tableau final, puisque suite à ses excellents résultats de l'année dernière, il a reçu une wildcard pour le tableau final. Il a, lui, été battu au premier tour des qualifs à l'Australian Open, mais juste avant, il avait été en quart de finale d'un Challenger. C'est pas mal du tout. Le niveau de Challenger, on va en parler avec Maxime Aouet tout à l'heure, c'est vraiment très très haut. Et on termine ces news avec Émilien Demanet. Émilien Demanet qui lui aussi a été blessé pendant plusieurs mois, qui était absent des tournois. C'était un des meilleurs joueurs juniors mondiaux. Et lui, il fait une entrée incroyable dans le monde des pros, puisqu'il a tout simplement réussi à faire demi-finale, finale, et il est encore en demi-finale cette semaine-ci, puisqu'il vient de gagner, avant l'enregistrement de cette émission, il avait gagné à Monastir un 15 000 $. Donc vraiment des bonnes nouvelles venant de Émilien Demanet. Alors, ça me permet, Maxime, de venir à vous. Vous êtes entraîneur à l'AFT, à quelques kilomètres d'ici, au centre de formation de Mons. On va commencer par Émilien Demanet. Vous l'avez eu en moins de 12, vous l'avez eu aussi plus de 12 ans. C'est compliqué de passer de 12 ans à junior, à pro. Ça se passe bien pour Émilien? Oui, Émilien, effectivement, je l'ai eu entre ses 11 ans et demi et ses 15 ans. Avant tout, je voudrais juste dire que c'est vraiment un super gars et que tout ce qui lui arrive, c'est vraiment top pour le moment. Après, il n'est malheureusement qu'encore au début de sa carrière professionnelle, mais c'est quelqu'un qui a vraiment toujours, avec une bonne mentalité, suivi les étapes, qui ne s'est pas pris la tête et qui a pu, comme ça, grandir au sein des programmes qu'on lui a proposés au sein de l'AFT. Alors, Maxime, j'ai envie de vous poser cette question. Être un très bon joueur à 10 ans, 11 ans, 12 ans ne garantit en rien d'être un très bon joueur à 18, 20, 25? Non, c'est sûr, autant sur le plan je veux dire tennistique que d'un point de vue humain, le développement d'un joueur est multifactoriel. Donc il y a le développement physique, le développement tactique, le développement tennistique et tout ce qui va se passer chez un jeune garçon entre 12 et 18 ans qui peut influencer sa progression. Quand on voit que tous les joueurs, même du top 50 ou du top 100 ATP, ont des trajectoires, des routes un peu différentes, on doit tout faire pour essayer d'y arriver, mais en restant, comme je viens de le dire, sur cette route. Et inversement, Maxime, ce n'est pas parce qu'on n'a pas été extraordinairement bon en moins de 12, en moins de 14, en moins de 16, qu'on sera forcément mauvais en plus de 18. Il faut toujours y croire, donner le maximum, et je l'ai dit tout à l'heure, un joueur de tennis a surtout le droit de perdre. Oui, en fait, il faut toujours y croire, mais ça, c'est valable autant pour les plus jeunes qui sont dans les clubs, qui commencent le tennis, qui ont 9 ans, 10 ans, qui ont du mal avec les balles molles ou avec les balles mid. Il faut effectivement toujours y croire, parce qu'on ne sait pas ce que le lendemain va nous réserver. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a des choses à bien faire, comme par exemple avoir une mentalité aux entraînements, pouvoir en match, quand ça devient compliqué, essayer de trouver des solutions, pouvoir écouter son entraîneur, pouvoir retourner sur le terrain après une défaite. Ça, c'est quand même des indicateurs qui sont positifs sur la route d'un développement d'un futur, on espère, joueur. Alors, les vacances de Noël, je sais bien qu'on ne peut plus dire vacances de Noël, ce sont les vacances d'hiver. Enfin, les vacances de Noël permettent aux jeunes de jouer beaucoup. Il y a eu 2 BJC, le Belgian Junior Circuit, un à Alken du côté flamand et un à Maisonbois du côté francophone. Avant de venir avec vous, Maxime, Samuel, c'est important ce circuit junior organisé sur le sol belge. Ça permet de voir le niveau des joueurs, un peu comme la FT Cup. Oui, c'est important à plusieurs égards. Ça permet aussi à nos jeunes joueurs et très jeunes joueurs de se mesurer, et je parle pour les meilleurs, aux joueurs néerlandophones, et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour assister sur l'excellente collaboration avec nos amis du Nord, et ce Belgian Junior Circuit met en évidence aussi justement tous ces joueurs et la collaboration nationale, je vais dire, autour du développement des jeunes joueurs. Et donc oui, c'est très important, bien sûr, cette compétition. Alors, je vous ai vu à Alken, je vous ai vu à Maisonbois. À Alken, on peut dire que les jeunes francophones ont été très bons. Ouais. Outre le fait d'avoir eu des titres ou de s'être placé dans pas mal de finales, on a remarqué qu'au niveau des quarts, qu'au niveau des demi, on était vraiment présent, que ce soit au niveau des garçons ou même au niveau des filles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'AFT demande et que je trouve de vraiment important pour le développement de notre fédération. De plus, ce qui m'a vraiment
ce qui m'a vraiment mis de positif. Ouais, merci Patrick. C'est que le niveau de jeu mis en place était vraiment présent. Donc ce qu'on travaille sur les entraînements, ce qu'on met en place avec les entraîneurs club, d'ailleurs, j'en profite pour les remercier pour tous les échanges qu'on a avec eux et qui sont vraiment super importants pour pouvoir développer les joueurs et parler le même langage. Donc oui, c'était vraiment un bon BJC. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on a vu des matchs où le score, il y a un an, était peut-être de 6-1, 6-1, et même dans les défaites, ici, il y a eu des matchs en 3-7 et c'était serré, quoi. On a vu une intensité beaucoup plus forte qu'il y a un an, peut-être. Oui, il y a eu une intensité qui était plus forte, un écart avec certains joueurs qui étaient devant, qui s'est vraiment réduit. Donc, effectivement, on est, je pense, sur la bonne voie. On y travaille. On est reparti de ces 2 BJC avec beaucoup d'informations. On a repris contact avec les entraîneurs club pour continuer le travail qu'on met en place. Et voilà, dès le premier entraînement, tous les joueurs ont remordu à l'hameçon, donc on est vraiment satisfait. Et d'ailleurs, les résultats à Maison-Bois ont été moins bons, mais vous me disiez en préparant cette émission que c'est parfois, quand les résultats sont moins bons, que c'est les plus importants, parce que quand ils reviennent, les gamins et les gamines, ils en ont encore plus envie. Mais c'est ça, et autant dans la formation d'un joueur, il faut gagner pour garder une certaine motivation au début, mais après, pouvoir se confronter à des joueurs qui posent des problèmes, essayer de trouver des réactions, que ça soit tactique, que ça soit avec le coach après le match, retourner sur le terrain après une défaite, c'est ultra important pour la formation d'un jeune. Alors j'ai encore deux questions, Maxime. Quand un jeune enfant quitte le giron familial pour réintégrer le centre de formation de Mons, quelle est la plus grande difficulté ? La plus grande difficulté, elle est un petit peu plus humaine, je vais dire. Ça veut dire que parfois, c'est quitter les parents. Donc, c'est au début un grand changement à 12-13 ans. Mais à partir du moment où ils ont compris le pourquoi ils venaient, et dès que le programme se met un peu en place, dès les premiers entraînements, on voit qu'ils sont vraiment focus, qu'ils sont là pour travailler, pour s'amuser. Et d'ailleurs, ils sont tous très satisfaits d'être au centre et ne demandent qu'à continuer. C'est plus compliqué pour les jeunes filles ? Au niveau des jeunes filles, oui, c'est un petit peu plus compliqué. Donc actuellement, on a 8 joueurs garçons au tennis études, on n'en a pas au niveau des filles. Pour quelles raisons ? Le réservoir est parfois un peu plus light au niveau des filles, mais la fédération met en place différents programmes, que ce soit sur des journées un peu plus pour les petites filles loisirs qui veulent commencer, que ce soit sur les interclubs, essayer de trouver des arrangements entre les différentes catégories pour les faire jouer, que ce soit justement à la FT Cup, ou pour le plus haut niveau, il y a une branche de Team Girls, qui est une branche de la fédération, et il y a l'autre branche qui est le tennis études, dont les 8 pensionnaires font partie actuellement. Samuel, le tennis féminin, très important pour la FT. On entend parfois des critiques, mais c'est dans tous les pays. En France, Thierry Van Cliput nous le disait sur notre page YouTube. Même en France, c'est plus compliqué de garder les jeunes filles entre 14 et 18 ans. La compétition les rebute un petit peu, mais il y a beaucoup de plans, Maxime vient d'en parler, à la FT pour qu'elles continuent à jouer. Oui, on a un master plan qui est, je vais dire, qui est dans les tiroirs et qui a commencé à voir le jour, bien sûr, et vous avez tout à fait raison. En fait, on remarque qu'il y a beaucoup de jeunes filles dans les écoles de tennis qui prennent des cours, qui aiment être avec leurs copines pour ces cours-là, et puis c'est un peu plus compliqué lorsqu'il faut mettre le pied à l'étrier au niveau de la compétition, et donc à nous de proposer des formules adaptées. Néanmoins, on continue à faire le travail par rapport, comme Maxime l'a dit, par rapport aux professionnels et de leur proposer ici un soutien à travers le Team Girls. On a aussi des activités spécifiques filles. On a le Girls ETIAS Tour qui aussi permet aux jeunes filles de se retrouver autour de certaines animations et compétitions, si on peut utiliser ce terme-là. Voilà, il y a le double Dame ETIAS. Il y a énormément d'activités qui sont mises en place pour pouvoir satisfaire, je vais dire, toute notre population, y compris les dames. Oui, et puis quand on dit que le tennis féminin belge est un peu plus faible, c'est oublier que Justine Henin était numéro 1 mondial. Elle est francophone. Dominique Monami a été la première joueuse francophone à être dans le top 10, première joueuse belge à être dans le top 10, numéro 9 mondial. Donc on n'a pas vraiment à se plaindre. Dernière question, Maxime. Oui. La génération U12, pas mauvaise du tout, il semblerait.
Non, c'est une bonne génération, autant au niveau des petites filles qu'au niveau des garçons, que ce soit sur les 2012 ou même les 13 ou même les 14. On a là pas mal de bons petits jeunes qui s'entraînent soit au centre, même encore dans les clubs. Par contre, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a plein d'autres bons dans tous les pays. Et donc, il faudra voir dans la filière de formation, quand ils vont intégrer peut-être le tennis études plus tard, comment est-ce qu'ils vont réagir une fois qu'ils seront confrontés comme ça à d'autres joueurs sur l'étranger. Un petit message pour les parents. Tous les parents de joueurs de tennis ont tous envie de bien faire. Ils veulent tous le meilleur pour leur enfant, mais parfois ils n'empruntent peut-être pas les meilleures routes. Un petit message pour eux? Oui, en fait, effectivement, croire à 100% son enfant, c'est vraiment top. Mais par contre, faire confiance aussi à 100% à l'entraîneur ou à la structure qui les encadre, c'est ultra important. Parce que si les messages sont différents, à un moment donné, de toute façon, ça coince. Donc, l'idée qu'on avait et qu'on a et que je mets en place pour le moment, c'est essayer d'en discuter beaucoup avec eux, de leur expliquer ce qu'on fait et de les prendre avec nous sur cette belle route qui est le développement et personnel et sportif de leur enfant. Vous abondez dans le sens de Maxime, Samuel de Flandre. Les parents, c'est important, ils font partie de l'équipe, mais parfois, il n'y a pas d'école pour être parent d'un champion. Hein. Oui, tout à fait. Et pour en avoir, je vais dire, fait l'expérience personnellement, il est clair que nous sommes très, très impliqués dans le parcours de nos enfants, tous les parents, bien évidemment. Et donc, à nous aussi de faire attention à rester en rôle de soutien maximum. Et lorsque l'enfant a la chance d'être dans une bonne structure avec de bons entraîneurs, et je ne parle pas de l'AFT, je parle de l'ensemble des clubs et des écoles de tennis, qu'ils leur fassent confiance, c'est leur métier, ils sont formés pour ça. Et donc je pense que ça doit aller dans ce chemin-là, mais ce n'est pas toujours facile émotionnellement de garder, je vais dire, la place de spectateur et de soutien. Mais je les encourage à tenter de le faire. Et on sait tous que vous, les parents, on vous doit beaucoup, la fédération vous doit beaucoup, l'AFT vous doit beaucoup, parce que sans vous, les gosses n'iraient pas à des kilomètres faire des tournois. Donc, tout ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment pour vous aider vos enfants. Et merci encore pour tout ce que vous faites. Allez, on va terminer en quelques mots avec la prochaine rencontre de Coupe Davis. On en a déjà parlé. Elle aura lieu juste après le BWO Open, donc début février en Croatie. Ce ne sera pas facile. Mais par contre, si la Belgique gagne, l'équipe de Steve Darcy, qui est souvent ici encore à quelques kilomètres, si l'équipe de Steve Darcy gagne contre les Croates, on aura de nouveau la possibilité d'aller en fin d'année en Espagne ou ailleurs pour jouer les finals de la Coupe Davis. Optimiste, Samuel de Flandre? Oui, très optimiste, bien sûr. Faisons confiance à notre équipe de Coupe Davis qui va jouer très vite, là, dans 10 jours, comme vous l'avez dit, en Croatie, à notre équipe de Billie Jean King Cup qui va aller jouer contre les États-Unis à Orlando. Et on est évidemment de tout cœur avec l'équipe et derrière eux pour les encourager. Maxime, les enfants de 12 ans, ils rêvent de la BJK, ils rêvent de la Coupe Davis? Oui, ils en parlent beaucoup d'ailleurs. Dans les moins de 12, moins de 14, moins de 16 et moins de 18, il y a même une petite Coupe Davis qui s'appelle la Summer Cup et la Winter Cup. Et donc, ils en parlent beaucoup. On a les mêmes tenues que pour la Coupe Davis et que pour la Billie Jean King Cup. Donc, c'est vraiment chouette de mettre ça en place pour les petits et ça leur donne l'envie d'aller voir un peu plus haut ce qui se passe. Ouais, je vous invite à évidemment soutenir l'équipe belge et en suivant les résultats, entre autres sur la page Facebook, le compte Twitter ou Instagram de l'AFT. Merci à vous tous. C'est ici que se termine ce 7e opus de Service Gagnant. Merci Samuel de Flandre. Merci Maxime. Je sais que c'était une première pour vous. Vous avez été parfait comme sur le terrain. Merci à vous. Merci vous beaucoup. Aussi, à Sam, ne croyez pas que je sous-estime votre prestation. Merci évidemment aux équipes de TéléMB pour avoir réalisé cette émission. Merci à toutes les télévisions locales qui nous fournissent régulièrement des séquences de tennis. Merci à vous tous pour votre fidélité. À très très vite. À bientôt. Au revoir.